Bonjour, bonsoir, merci d'être avec nous sur Télésud. Mon invité dans l'entretien du jour, il s'agit de monsieur José Méné-Bér. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre ouvrage, il s'intitule « La francophonie, la Suisse et l'Afrique ». Le voici, le voilà. Un des bien grands mots, la francophonie, la Suisse, l'Afrique. Très compliqué quand même. Hein, oui. parce qu'il y a 3 traitements dans un même ouvrage. Ça n'a pas été compliqué pour vous, intellectuellement, hein, de poser les idées, les éléments sur papier? C'est 3 mondes, en fait, oui, effectivement. Ça a été compliqué, mais je vais vous avouer que quand les choses doivent se faire, elles se font. Tout d'abord, je l'explique un peu dans l'avant-propos, j'avais reçu une demande d'un journal africain qui est basé à Londres, oui, et qui m'avait demandé de faire un article, puisque j'écris souvent des articles, sur la francophonie, en tout cas le sommet de la francophonie qui s'était déroulé à Dakar. À Dakar. Et j'ai passé un mois, je ne savais pas que dire de la francophonie. Alors, je croyais qu'il m'avait oublié, le rédacteur en chef de cette revue. Il me rappelle un mois après, il me dit « Alors, tu en es où dans ton article ?» Je lui dis « Mais j'ai le syndrome de la page blanche pour une fois. » Et puis, je lui dis pourquoi ? Parce que j'ai des idées que je défends aujourd'hui, la fédéralitude, et j'ai du mal à me retrouver dans cette organisation. Il me dit, mais c'est justement pourquoi on vous a contacté. L'idée, c'était d'avoir un nouveau point de vue différent, parce que nous voulions aussi que dans notre journal, il y ait quelque chose de différent. Et donc, c'est comme ça que j'ai pensé relier ma préoccupation, qui est celle de promouvoir et expliquer le modèle suisse et comment on peut l'adapter dans les environnements multiculturels, multiethniques africains, et les objectifs de la francophonie. Donc, dans mes recherches, j'ai trouvé ce que j'ai mis en sous-titre. Vous le dites aussi, vous dites que vous voulez contribuer à améliorer le niveau de vie des populations africaines en les aidant à devenir des acteurs de leur propre développement. C'est des bien grands mots, tout ça, non? C'est de bien grands mots, oui, comme vous dites. Mais comment concrètement? Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, comment l'accompagner? Ce sous-titre n'est pas de moi, justement. Je sais bien qu'il n'est pas de vous. C'est la mission que s'est fixée l'OIF, en fait, la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie. Mais vous le dites bien, alors, quand j'ai trouvé ça, je dis, mais tiens, voilà un bel angle. C'est la mission, l'objectif. Mais vous le savez très bien que la francophonie est très critiquée. Bien sûr. Et c'est en gros ce que j'ai voulu relever comme défi, en ne tombant pas dans la critique déconstructive, mais dans une critique constructive. Alors, qu'est-ce que je dis? Très bien, je prends les objectifs de la francophonie, ses missions, et je dis, voici ce que vous avez prévu de faire. Vous avez déjà fait telle chose, telle chose, telle chose, et je le relève. Mais, en réalité, sur le terrain, il y a des manquements. Alors, si vous preniez tel modèle, vous arriveriez peut-être un peu plus rapidement à l'objectif. Justement, il y a un chapitre, le premier chapitre. Le premier chapitre, vous mettez les pieds dans le plat, vous parlez de l'Organisation internationale de la francophonie, ce qu'on appelle l'OIF. Alors, qu'est-ce que c'est que cette organisation, finalement? Parce que vous le rappelez bien, vous dites les membres sont répartis sur les 5 continents, cette région, etc. Vous donnez des chiffres en 2014. C'est assez clair, je dois le reconnaître. Mais en même temps, on reste un peu sur notre faim, parce que quand je vais un peu loin, d'accord, j'ai le sentiment que, et c'est là où je me dis, mais c'est quoi la contribution de l'OIF alors? Elle n'est pas claire dans votre ouvrage. Dans un premier temps, comme je vous ai dit, il fallait définir ce qu'est l'OIF. C'est pas rien, hein. Les chiffres sont là, je ne veux pas dire n'importe quoi. C'est 54 membres de droit, c'est des États et des gouvernements, 23 observateurs des États et 3 associés. Au total, ça fait 80 membres. On a 274 millions de locuteurs, 29 pays africains dedans, 65% de la population mondiale, 3e langue des affaires. La langue française en elle-même est porteuse de beaucoup de choses, que ce soit en sciences, en économie, dans la culture, en politique et autres. Alors, le but de l'OIF, c'est de réunir l'ensemble de ces pays pour qu'ils aient, comme ils le disent là, donné corps à cette union, à cette communauté et arriver ensemble à relever des défis liés à l'économique et aussi aux politiques. Alors, je les expose. Quand je prends par exemple les 4 missions définies par le sommet,
Si on prend par exemple la première mission là, qui est là, qui est de défendre la langue française, mais en même temps aussi le multilinguisme, par exemple. Je prends un exemple comme celui-là. Il y a des actions que l'OIF mène aujourd'hui sur le terrain. Par exemple, le projet Élan qui est mené de manière expérimentale au Cameroun, dans les villages reculés et autres, où on commence à enseigner aux primaires à la fois le français et la langue vernaculaire, parce qu'il y a des enfants qui parlent encore cette langue à la maison et quand ils arrivent à l'école, il y a un décalage. Donc il y a une transition qui se fait pour favoriser l'acquisition de connaissances. Alors moi j'enchaîne en disant voilà ce qui est fait. Je ne dis pas que l'OIF ne fait rien. Ils font beaucoup de choses. Mais en réalité, ils traitent les effets, pas les causes. Parce que quand on regarde pourquoi les langues africaines meurent aujourd'hui, les langues vernaculaires, dans les terroirs, c'est parce que ces terroirs, dans les constitutions, ne sont pas reconnus. D'une part, et tout le développement depuis l'époque coloniale se fait dans les capitales. Le développement se faisant dans les capitales, les capitales agissent comme des pompes aspirantes qui vident les terroirs de leur population. Les enfants qui y naissent ne vont pas continuer à développer leur territoire, ni à pratiquer leur langue, parce que pour pratiquer une langue ou vénérer certains héros ou ancêtres, en tout cas mettre en œuvre sa culture, il faut l'espace qui va avec. Quand ils arrivent en ville, la francophonie, vous la considérez comme une communauté exceptionnelle selon vous ou pas du tout? C'est comme toute communauté, comme toute association. Quand je parle de francophones. Hein. Oui, oui. C'est des gens qui ont déjà quelque chose en commun. C'est la langue. Et nous savons que le fait de parler la langue, ça aide à véhiculer des idées, ça aide à échanger. Et partout où il y a échange, il y a possibilité de faire germer la lumière. C'est une chaleur qui se crée. Alors vous avez parlé tout à l'heure d'intégration. Vous avez parlé d'intégration, vous avez fait référence à deux choses. La langue francophone et la langue natale, la langue du pays, du terroir. D'accord ? Alors c'est vrai que quand on regarde assez bien la francophonie, elle a quand même des défis qui les attendent, d'accord, prochainement, là, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Parmi ces défis, l'intégration. L'intégration qui est terrible d'ailleurs dans ces pays francophones. Et face à cette mondialisation, qu'est-ce que vous répondez ? Je dis, il faut prendre ce qui a déjà commencé à être fait. Par exemple, là, j'ai parlé du projet Élan. Mais ne pas rester qu'au stade expérimental, ne pas se contenter aussi de traiter les effets, parce que pour moi, il y a des causes réellement profondes qui font que ces langues africaines, dans les terroirs, les enfants, on les parle encore, mais officiellement, elles ne sont pas reconnues. Alors, c'est là où le lien avec la Suisse intervient. Si vous prenez le cas de la Suisse, qui est aussi, parce que les Africains, la première chose dont ils se plaignent, c'est le fait que les pays aient été découpés à la conférence de Berlin en 1885 et que c'était des découpages, on va dire, hasardeux, qui coupent des ethnies en deux parties, des familles en deux parties, enfin, qui se retrouvent sur un ou deux pays. Mais la Suisse est exactement dans la même configuration. Vous avez un côté, une portion de l'Allemagne dans la Suisse, c'est une confluence de cultures. Une portion de la France dans la Suisse, l'Italie pareil, et puis il y a la petite minorité romanche. Qu'est-ce que les Suisses ont fait? Ils n'ont pas dit, comme font les Africains, nous allons combattre les particularismes, la République est une et indivisible, tout le monde va parler telle langue, par exemple l'allemand, puisque c'est les plus nombreux, ils dépassent les 65%. Ils ont dit non, chacun a sa place ici, nous allons officialiser toutes ces langues et respecter leur espace territorial en leur donnant une certaine autonomie. Donc voilà, c'est ce que je dis, que pour intégrer, il faut arriver aujourd'hui à intégrer toute cette diversité pour que le français ne se présente plus comme une langue qui cherche à cannibaliser les cultures et les langues existantes, mais cherche plutôt à servir de passerelle et de hub entre tous ces particularismes qui sont propres aux pays africains. Qui sont propres aux pays africains. Autre chantier, par exemple, autre sujet, c'est celui concernant la diversité culturelle. La diversité culturelle aujourd'hui, c'est un vrai combat, y compris mondial, hein, monsieur Baird. Oui. C'est un vrai combat. D'ailleurs, il y en a qui disent que la mondialisation, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Alors, il y en a qui viennent avec quelque chose. Un Indien, quand il vient à une réunion, il y a quelque chose qui le distingue, hormis le faciès, mais il y a le costume, il y a la religion, il y a la langue, etc. Mais les Africains, aujourd'hui, quand on les voit, il y a 29 pays dans la francophonie, 29 pays africains. Quand on les voit, ils débarquent tous avec
le même accoutrement presque, hein, costume, cravate, la même langue. Et pourquoi? Parce que déjà dans leur pays, dans leur propre pays, il n'y a pas une reconnaissance de ce qu'ils sont, de leur propre identité. Et il y a d'autres défis. C'est que si on continue dans cette lancée, on aura dans les pays africains une sorte de séparation entre l'élite, qui, elle, a la possibilité d'aller apprendre à l'étranger, porter le costume et puis parler le français d'académicien, et ceux qui sont laissés pour compte, je ne vais pas dire des illettrés, mais des gens qui ne maîtrisent pas la langue française. Si j'ai bien compris, votre livre, lui, il intervient au bon moment là, pour la francophonie. Oui, c'est ça? Oui. En gros, c'est une vraie, comme disent certains, une vraie baraka pour l'OIF, c'est ça? Oui, parce que vous le savez, Madame Michaël Jean est entrée en fonction officiellement le 5 janvier. Le livre est sorti le 5 janvier. Je ne savais pas qu'elle allait prendre sa fonction exactement le 5 janvier, mais il y a eu une coïncidence. Mais en tout cas, je me disais qu'il fallait partir du bon pied. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé à Dakar, le lendemain de Dakar, après le sommet. Les Sénégalais... Il s'est passé beaucoup de choses le lendemain de Dakar. Le lendemain de Dakar, oui. Mais le lendemain, l'État sénégalais a décidé de doter, en tout cas de mettre dans le domaine public, son projet qui était de doter son Assemblée nationale de traducteurs en langue sénégalaise, vernaculaire, simultanée. Bon, c'est un projet qui a coûté, je ne sais pas, 400 millions de francs CFA, quelque chose comme ça. Mais en fait, les traducteurs, pendant qu'auront lieu les sessions parlementaires, traduiront le français dans les langues locales sénégalaises. Ah. Il y en a qui ont dit, mais vous accueillez le sommet de la francophonie et 2 jours après, vous adoptez un système qui, en quelque sorte, favorise la traduction de la langue française vers vos langues vernaculaires, au lieu d'obliger les gens qui ne parlent que vos langues vernaculaires à apprendre le français. Les Sénégalais ont dit, mais il y a des réalités. Il y a ceux qui parlent le français, mais il y en a qui ne parlent pas le français. Mais dans un État qui veut intégrer tout le monde, il faut que cet État aille aussi vers ces citoyens-là. Donc, quelque part... Vous pensez que la langue française est menacée en Afrique ou pas du tout? Quand on voit, non. Évidemment, non, pas du tout? Non, pas vraiment. En Afrique francophone, la langue française n'est pas menacée. Pourquoi? Parce que toute l'administration, l'État est d'abord administratif, et toute la tradition écrite, consignée par l'administration, est déjà en langue française. Mais par contre, il y a cette tendance-là à vouloir quand même revendiquer ce que certains peuples sont. Il y a des ethnies aujourd'hui, si vous prenez les Malinké, le Wolof par exemple au Sénégal, c'est parlé quasiment par toute la nation. Mais comment donner un espace dans la vie nationale à ces langues, à ces ethnies? Merci à vous, José Ménébert. La francophonie, votre ouvrage s'intitule La francophonie, la Suisse et l'Afrique aux éditions Copernic. Merci infiniment d'être venu, c'est très intéressant, je vous invite... C'est aux éditions Boukeli, à la collection Copernic. Exactement, voilà. Boukeli et Copernic, les deux, voilà absolument. Oui, on peut se le procurer partout? Partout sur Internet, et puis c'est distribué par Hachette Livre partout dans le monde. Bon, bah écoutez, allez vous le procurer, très intéressant, une bonne facile vision. À lire. Hein, facile à lire, c'est vrai, non, facile à lire, oui. Des chiffres et tout, facile Beaucoup à lire. de schémas. Merci en tout cas d'être venu ici en parler, on se retrouve demain avec un autre invité. D'ici là, eh bien restez fidèles sur Télé Sud. Je vous à demain. remercie, Ciao. Monsieur Farkas. Merci à vous.